Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bilan et évaluation, et je sais pas comment on appelle ça, enfin en tout cas on va en parler. Money in the Bank et NXT TakeOver Chicago. Je vais éviter de parler trop fort parce qu'il y a ma chérie qui est en train de dormir. Parce qu'en effet là il est midi 5 et il y a beaucoup de lumière. Il est midi 5 et je viens de me lever, non je me suis levé il y a 1 heure. Le temps de placer les matchs dans l'ordre, le temps de réfléchir, réfléchir à ce que j'allais dire, non parce que j'ai eu la bonne idée de prendre des notes. Donc voilà. Et on va parler de Money in the Bank et globalement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le week-end, en fait j'ai beaucoup aimé le week-end 2. J'ai toujours beaucoup éclairé ce store-là. Est-ce que j'ai préféré TakeOver ou est-ce que j'ai préféré... Ben vous allez voir que c'est plutôt kiff-kiff. Plutôt kiff-kiff. Et pourtant le kiff-kiff. Et pourtant le niveau de NXT TakeOver Chicago 2 était... Mais Money in the Bank a réussi à plus ou moins briller derrière. Il a pêché par le fait que il avait plus de matchs et les matchs qu'il avait en plus étaient pas bons. Donc voilà, il y a une notion de ils ont les mêmes très bons matchs, sauf que le roster principal ils ont ça en plus, les mauvais matchs. Je les ai rangés dans l'ordre de que j'ai le plus pas aimé à de que j'ai le plus aimé. Je me suis fait piquer par un moustique. Et ça, j'ai pas aimé. On va commencer par j'ai envie de dire l'insulte du week-end. Carmella contre Asuka. Carmella a gagné. Carmella a gagné suite à une intervention de James Ellsworth. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, je redonne le contexte. À Money in the Bank l'année dernière, avait lieu le premier Money in the Bank féminin de l'histoire. Et c'est James Ellsworth qui l'a gagné en décrochant la mallette pour la donner à Carmella. C'est tellement évidemment sexiste que je me sens pas le besoin de vous expliquer pourquoi ça l'est. Premier Money in the Bank féminin. Et pourtant le match démarrait pas mal. Carmella était... mais je sais pas si Carmella était particulièrement bien. J'adore son personnage. J'aime beaucoup le personnage de Carmella. Je pense que j'ai trouvé Carmella particulièrement bien parce que Asuka encaissait vachement bien. Je dis encaisser pour dire sell. To sell. C'est la meilleure traduction qui me vient. Parce que Asuka encaissait vachement bien ses attaques. D'ailleurs, moi, mon système de notation, c'est avec des lettres. Il y en a qui mettent des étoiles. Je pourrais mettre des notes. Moi, je mets des lettres parce que les lettres, c'est très très clair. C'est-à-dire que tu as les matchs A, tu as les matchs B, tu as les matchs C. A, c'est quand c'est vraiment très bien. B, c'est quand c'est bien. C, c'est quand c'est moyen. D, c'est quand c'est dommage. E, c'est quand c'est... Et F, mais F, c'est la sanction. F, c'est... Va-t'en loin et ne reviens jamais. Car Disney représente, toi-même tu sais. J'étais parti sur un B. Donc pour moi le match avait un niveau B. Et après j'avise avec B-, B+. Que là je suis parti de B à putain James Ellsworth. E+. c'est-à-dire et après je convertis ça en chiffres après. Je suis un fou furieux putain de merde. J'ai besoin de soins, j'ai besoin de me faire soigner, j'ai besoin d'aide. Vraiment insultant dans le contexte du truc quoi. James Ellsworth, 1 an plus tard, coûte une victoire à Asuka. Celui-là il m'a énervé. Celui-là il m'a vraiment énervé. Deuxième match de la soirée qui était pas bon, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Il s'est passé ce qui devait se passer. Bobby Lashley est chiant. Sami Zayn contre Bobby Lashley. C'est cool de mettre les matchs dont on se fout dès le départ. Effectivement, ils ont commencé par les matchs nuls. Et ils ont terminé par les matchs bons. Et je suis content parce qu'à Backlash, ils ont fait l'inverse. Christophe Ajus qui chante Interville, ça m'a beaucoup trop fait rire. Ok, ils ont montré des images du parcours d'obstacles que Sami Zayn a imposé à Bobby Lashley. Christophe Ajus a chanté Interville. J'ai éclaté de rire. Écoutez, c'est quand même moche que, si tu veux, quand le moment fort d'un match, il vient de Christophe Ajus, c'est qu'il y a un problème. Avec tout le respect que j'ai pour Christophe Ajus, ses commentaires sont toujours très drôles, souvent très drôles, sont parfois très drôles. Quand c'est lui le point fort du match, non c'était nul, c'était chiant, Bobby Lashley est chiant, son finish est c'est un suplex quoi. C'est-à-dire c'est une prise de transition, sauf que il reste un petit peu longtemps dans la transition. Et... catastrophe. Écoutez, je vais pas m'attarder sur le mauvais parce que il y a plein de bons côtés, j'ai envie d'en parler. Ensuite, en troisième, Jinder Mahal contre Roman Reigns. Je l'ai mis trop bas par rapport à la qualité du match en lui-même parce que le match était pas si mal que ça. Le truc, c'est que
il a été pourri par le public ce match. À ce stade, ce match m'a fait avoir énormément de respect pour Roman Reigns. Parce qu'il a fait un match... Il a fait un bon match, pas très bon, mais bon match. Je pense que le match en lui-même il mérite un B. Je lui ai foutu C- parce que... Enfin, ils ont fait preuve de l'irrespect, mais le plus crasseux, quoi. C'était pas bien. C'était pas... Voilà. Je veux dire, t'as le droit de dire qu'un match... Enfin, c'est Chicago, ils se sont fait entendre. Et Roman Reigns est allé au bout et il a livré un bon match malgré ça. Une victoire extrêmement prévisible de Roman Reigns. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, le public a fait preuve. Le public aurait pu être plus respectueux envers Mahal et Reigns. Je suis d'accord que c'est pas les matchs qu'on a envie de voir. Mais au moins du respect, quoi. Au moins du respect pour les gars qui viennent et qui vont. Enfin, je veux dire, c'est. Le catch, c'est pas anodin, quoi. Les gars. Il fait du respect, c'est ça. Là pour le coup, j'ai mis une mauvaise note au public avant tout. C'est beau ce que je dis, putain. Quatrième match de la soirée qui était... Là c'est un C. C ça veut vraiment dire... ça a eu lieu quoi. Bah voilà, Gallows Anderson contre les Bludgeon Brothers. Voilà, le match a eu lieu. Il y a vraiment rien à dire sur ce match à part ça. C'est plus pour Big Cass et Daniel Bryan. Alors j'ai noté Big Cass s'améliore pas, non ça c'est sûr. Daniel Bryan fait le match avec un gros morceau de pâte à modeler qui joue mal. Daniel Bryan, il a fait plusieurs spots vraiment très cool, notamment le crossbody à l'extérieur du ring. Pour moi, ça m'a prouvé que Daniel Bryan ne peut pas rendre n'importe quel match bon. Il faut qu'il y ait un peu de répondant en face. Il n'y en avait pas. Big Cass est mou, et puis il joue super mal. Et à un moment donné, il a foutu un big boot à Bryan. Il fait le tomber, Bryan s'en sort au compte de 2. Et Big Cass fait... How? Comment, pour ceux qui ne parlent pas allemand? Bah, il s'est passé ce qui devait se passer, Daniel Bryan a gagné parce qu'il avait déjà gagné. Et je comprends vraiment pas l'intérêt de ce match. À part faire catcher Daniel Bryan et il est content. Mais du coup, ça suffit, hein, ça a un intérêt comme un autre. Mais l'intérêt en tant que histoire, si tu veux, j'y suis pas. Ensuite, nous avons le premier match de NXT, TakeOver Chicago. Shayna Baszler contre Nikki Cross. J'étais un peu déçu, c'est un B-. B-, je me trouve généreux, mais je pense que j'étais dans le train de la hype, parce que c'était le troisième match de la soirée. Les deux premiers avaient été... En fait, Nikki Cross est moins... est moins bonne catcheuse que personnage. Je me fais des remarques pertinentes. L'avantage que Nikki Cross n'ait pas accompagné Sanity sur le roster principal, c'est qu'au moins elle fait quelque chose. Le fait que Sanity soit passé à SmackDown et que Nikki Cross soit resté à la NXT, que elle a un match de championnat alors que eux ils n'ont pas débuté, ça veut vraiment dire que souvent c'est peut-être mieux de rester à la NXT. Faut vraiment se poser des questions sur comment ils organisent leur truc, quoi. Nikki Cross, ouais voilà, Nikki Cross, j'ai noté un peu mollassonne sur le ring, mais c'est raccord avec le perso. Ça a pas plu à Camille d'ailleurs. Camille, ma chérie, elle travaille en psychiatrie et du coup, quand on fait des représentations caricaturales de la folie comme ça, le match était voilà, bien moins. Ouais, ou moyen plus. Là, franchement, j'ai... Bon, non, voilà. Bon, allez, on reste là-dessus. Rien de... J'ai préféré le build-up du match au match lui-même. Et ben ensuite, on arrive au bon match, c'est pas compliqué, à partir de là, il n'y a plus que des A. Il y a des A-, des A et des A+. Je suis très généreux avec les A+. Hein. C'est pas... Tu sais, il y a des gens qui mettent 5 étoiles quand vraiment c'est un match d'exception que tu vois qu'une fois dans une vie. Non, moi, A+, ça veut vraiment dire, putain, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Oh là là, kiffé était total. Déjà, Aleister Black contre Lars Sullivan. Ce match était tout ce qu'il pouvait être. C'est-à-dire... Lars Sullivan était une pseudo-menace, c'est-à-dire certes il est gros, certes il est grand, certes il est pas beau, certes il est musclé, certes il est destructeur. Après c'est pas un champion quoi. C'est un obstacle, c'est un dragon. Et les dragons ne deviennent pas rois. Je ne vais pas daber, non. Lars a donné un coup de lui dans la corde à linge de Black. Ah oui, ça c'était très fort. Aleister Black est allé pour faire une corde à linge et en fait Lars Sullivan a donné un coup de lui-même dans la corde à linge. Et finalement c'est Aleister Black qui a pris le coup. Bref, il y a eu plusieurs spots assez impressionnants d'Aleister Black. Aleister Black, je pense que c'est le nouvel Undertaker. Aleister Black est un personnage très intéressant et un excellent catcheur. Pour moi, s'il le foire pas sur le roster principal, et ça faut surtout pas que ça arrive, il a le potentiel de devenir le nouvel Undertaker. Voilà, c'était un gros pari sur l'avenir, mais je maintiens.
je maintiens. Il est capable de porter une storyline sans aucune difficulté. Il y a beaucoup de talent à la NXT. Hein. On voit l'avenir se dessiner à la NXT sans aucun problème. Bianca Belair, Adam Cole, on y arrive. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, il est vachement haut par rapport à ce qu'il a été chiant pendant la première moitié du match, parce que la deuxième moitié a tout rattrapé en fait. J'ai failli mettre un B+, mais en fait la deuxième moitié du match méritait mieux qu'un B. Donc ce sera à mon. Et surtout ce match m'a vachement réconcilié avec AJ Styles. AJ Styles c'est con mais tu le fous sur un ring et il te fait de la magie. Les moments où l'arbitre allait compter jusqu'à 10 et il se jette sur l'objet le plus proche pour pouvoir avoir les deux pieds par terre. Nakamura qui place son command vers la fin du match et Nakamura qui lui latte les couilles mais alors pas propre hein, pas gentil. Et du coup, Nakamura était un peu con de choisir cette stipulation-là, parce que ça ne l'avantageait pas du tout. Bref, je sais pas si c'est la conclusion de cette rivalité ou pas. Clairement, c'est le meilleur AJ Styles contre Shinsuke Nakamura qu'on a eu à ce jour. Et à ce stade, je me demande si j'ai pas envie que la rivalité continue. Elle a aucune raison de continuer. Mais j'adore les voir catcher, ces gars. Parce qu'à chaque fois, ça devient meilleur. Et je me dis... du coup, j'ai envie de connaître le prochain chapitre. J'ai envie de voir le AJ Styles contre Shinsuke Nakamura qu'on a tous envie de voir. C'était pas exactement celui-là, même si celui-là était le A+. J'ai envie de voir le AJ Styles Shinsuke Nakamura A+. Parce que là, vraiment la première moitié était soporifique. Quoi. Mais totalement rattrapé par la deuxième moitié. Tu sais, il y a un truc qui était marrant, c'est les mimiques de Nakamura. Nakamura qui fait... mais qui le fait très souvent, notamment, tu sais, il va pour lui mettre un low blow, AJ Styles recule pour l'esquiver, et Shinsuke Nakamura fait « Je t'assure que je voulais pas faire ça, mais t'as mal entendu hein. !» J'aime beaucoup Nakamura. C'est un autre spot de Christophe Agius, quand il a parlé de la Deutsche Qualität, en parlant de la table de commentateurs allemands, moi ça m'a fait marrer. C'est-à-dire que la table ne se brise pas, la table peut-être aurait dû se briser quand il a fait le suplex, je sais pas si c'était un suplex, bref. La table des commentateurs allemands ne s'est pas cassée, et Christophe a juste de faire remarquer que c'est de la Deutsche Qualität, qualité allemande. Donc ça, voilà, ça ne casse pas. Ça se voit que dans la deuxième moitié du match, j'étais plus dedans. Hein. Styles ne voit pas venir un low blow évident avec un Nakamura qui prie Styles de l'épargner. Styles se relève en majuscule en se jetant sur une table. Phénoménal forearm de la table des commentateurs. Puis Styles clash du haut des marches. Ça aussi, c'était impressionnant. Et Nakamura s'en est sorti. Et là, il a fait son command. Low blow, j'ai écrit low blow de l'enfer. Donc, méchant coup de pied dans les noix, appelons ça comme ça. Phénoménal forearm à travers la table des commentateurs. Bref. La deuxième moitié du match a suffi à faire oublier la première moitié, c'est pour ça qu'il a un A. Ensuite, j'ai mis Seth Rollins contre Elias, même note que Aleister Black contre Lars Sullivan et AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. J'ai peut-être été un peu généreux avec celui-là. En fait, il y a un spot particulier qui m'a fait mettre une bonne note à ce match, c'est quand Elias a envoyé Seth Rollins, c'était bien engagé dans le match. Elias a envoyé Seth Rollins dans le poteau, l'a récupéré, l'a envoyé dans les marches en acier, il l'a relevé, il l'a envoyé sur le ring, il est grimpé sur le coin, il a fait une descente du coude, et là tu te dis, oh putain, ça y est, c'est fini, c'est totalement fini, parce qu'en plus il y a eu plusieurs near fall avant, et non, compte de 2, public en feu, enfin c'est... Et comme il a travaillé le genou de Seth Rollins pendant tout le match, le genou c'est son point faible, hein, Seth Rollins pouvait pas faire le curb stomp, sa prise de finition, et du coup il a dû trouver une autre façon de terminer le match. Et ça fait du bien, putain, quand ils finissent pas par leur finisher. Parce que du coup, ça ajoute un facteur inconnu, ça ajoute un facteur réalité, j'ai envie de dire. Un facteur attention, la victoire peut survenir n'importe où. Et là, la victoire est venue d'un endroit où je l'attendais pas. Et moi, ça me fait du bien. Et puis le niveau global, je veux dire, c'est Seth Rollins. Seth Rollins, il fait toujours des matchs incroyables, et ce match-là ne fait pas... Par contre, t'as vu la différence de niveau entre les deux. Elias, c'est pas... Dans le ring, Elias c'est pas au niveau de Seth Rollins. Mais Elias est très bon. En fait, Elias a un niveau intercontinental et Seth Rollins a le niveau au-dessus, largement. Largement. Et mais comme j'en ai parlé dans le pronostic, la ceinture universelle est bloquée. Ensuite, on attaque les A. C'est-à-dire, on passe des A- au A. Donc pour l'instant, là, je me parle plus que des bons matchs. Hein. En A, nous avons Undisputed Era contre Lorcan et Burch.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que le public, au début, huait Lorcan et Burch, et à la fin, il l'acclamait. C'est-à-dire que les gars, ils ont conquis le public. Et je trouve ça très très beau. Sinon, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'était vraiment juste un bon match, quoi. C'est-à-dire, Undisputed Era a fait les deux équipes ont fait le taf. Si, il y a un spot qui était très drôle, c'est quand Adam Cole est intervenu, et il s'est fait sortir par l'arbitre. Et c'est la première fois, je crois, que j'entends le public huer un renvoi dans les coulisses. C'est dire le niveau de popularité d'Adam Cole. Adam Cole et Aleister Black, ça va être deux figures qu'il va falloir vraiment suivre sur le roster principal. Et c'est pas les seuls, on va y arriver dans les matchs à plus. Le Money in the Bank masculin, gros bémol de ce match, pourquoi avoir fait gagner Braun Strowman? C'est le seul qui en avait pas besoin. Ah oui, et puis Kofi Kingston, c'est dommage d'avoir envoyé Kofi Kingston alors que c'est le plus ancien et que du coup, un peu de sang neuf dans les Money in the Bank, ça aurait été cool. Le match en lui-même a été très bon avec quelques spots de folie. Kevin Owens, putain, mais... Kevin Owens qui s'est sacrifié pour le groupe. Excusez-moi, c'est l'heure du Pokémon. J'ai un Pokémon qui apparaît devant chez moi toutes les heures. Du coup, je mets un minuteur parce que je suis incroyablement seul et triste. Si, c'était très drôle aussi quand Finn Balor a pris une échelle, a commencé à la traîner vers le ring et t'as une Braun Strowman qui a attrapé l'échelle. Non! Il y a eu un gros moment Rusev Day. Que j'ai beaucoup apprécié. Quand Rusev est allé pour faire sa triple accolade sur, je sais plus, The Miz, Kofi Kingston et un autre, j'ai oublié. Il a eu un sourire. C'était, putain, mais faites-le tourner face et foutez une ceinture dessus, bordel de merde. Rusev est génial, arrêtez de le foutre n'importe où, n'importe comment. Si, il y a eu un moment qui était très impressionnant quand Bobby Roode et je sais plus qui ont essayé d'arrêter Braun Strowman avec une échelle en la tenant parallèlement. Braun Strowman a couru à travers l'échelle. Il a foncé dans l'échelle, ça a plié l'échelle en deux. Faut qu'ils achètent des meilleures échelles. Hein. Parce qu'elle me semble très fragile. Je sais bien que Braun Strowman est très fort, mais enfin là quand même, il a couru dedans, l'échelle s'est pliée en deux. C'est pas un camion, ça reste un être humain. Quoi. Donc, Samoa Joe a été très impressionnant. The Miz a été très drôle comme toujours. The Miz, il est très bien placé dans mon classement du Statch du mois qui vient. Parce que le build-up avec le build-up en rivalité avec le New Day a été un peu fifou. Ah bah, The Miz, pour l'instant, mène le classement du Statch du mois. Il reste 2 semaines, les autres ont encore moyen de progresser. Bobby Roode a été un peu transparent. Finn Balor a pas été mis en avant autant qu'il aurait pu l'être. Ils ont tous eu leur moment. Ils n'ont pas tous eu leur moment. Ça s'applique à l'autre Money in the Bank. Et si on en parlait de ce Money in the Bank, gagné par Alexa Bliss, ça c'est voilà, c'est un des 4 A+ du week-end. Elles ont toutes eu leur moment, elles ont toutes brillé. Et c'était très impressionnant et c'était très cool. Sasha Banks s'en est pris mais plein la gueule. La pauvre Sasha Banks, elle a bien morflé. Je me suis dit, putain, si elle bouffe autant, c'est qu'elle va gagner. Bah non, perdu. Naomi, oh la vache, mais les spots de Naomi, quand Becky Lynch et Charlotte tenaient l'échelle et que Naomi a sauté sur l'échelle pour sauter ensuite sur Alexa Bliss. Évidemment, Alexa Bliss a gagné, mais on parlera plus d'Alexa Bliss plus tard. Charlotte, quand elle a fait son spear sous l'échelle, dans le coin, ça a pas arrêté. Becky Lynch a été tellement proche de gagner, ça aurait été tellement bien qu'elle gagne. Mais vu ce qu'Alexa Bliss a fait de sa victoire, je suis même pas en colère. Je suis même pas frustré. J'ai juste hâte de voir où ça va. Ah oui, Lana a fait une accolade sur Alexa Bliss, je crois. Alexa Bliss qui lui a gueulé je m'en fous de quel jour on est, c'est ma mallette. Parce qu'évidemment, il y a eu des chants Lana Day. Il y a eu des chants Rusev Day, ce qui m'a un peu énervé. Au début, parce que je veux dire, elle essaye de populariser Lana Day et Lana is the best, Lana number one. Je chante tellement bien. Ember Moon, putain, Ember Moon a été géniale dans ce match, mais Ember Moon elle est très douée, hein. Elle est incroyable. Faudra qu'elle ait un titre à un moment. C'est un peu comme Asuka. Il y a un moment, il faut reconnaître que quelqu'un est très bon et mettre quelque chose dessus. Une ceinture par exemple. Ah oui.
Je vais en parler parce que j'aurai pas la conscience tranquille si j'en parle pas. Messieurs Agius et Shero en particulier, essayez de faire un peu gaffe à ce que vous dites. J'ai horreur de faire la leçon. En plus, je suis un mec, donc je peux. Voilà, je peux pas. C'est un mec qui fait la leçon à d'autres mecs plus vieux que lui en plus. Juste arrêtez avec les femmes sont en général plus réfléchies, les femmes sont au niveau des hommes. Le match parlait de lui-même, c'est des commentaires qu'il n'y a pas besoin de faire et c'est vraiment gavant. Ça, et idéalement, faudrait essayer d'arrêter de définir les femmes par leur père, leur oncle, leur mari. Le seul qui me vient et avec qui vous faites ça très souvent, c'est The Miz. Mais là, ça passe parce que The Miz et Maryse, c'est vraiment, c'est le hate couple, c'est-à-dire ils fonctionnent à deux, c'est vraiment un couple. Que Naomi, c'est la femme de Jimmy Uso, Rusev, Lana, c'est la femme de Rusev. C'est exactement comme les chants qu'il y a eu pendant le Royal Rumble féminin. Quand une femme était sur le ring, les gars, le public chantait le nom de son mari. C'est incroyablement sexiste et ce serait bien d'essayer de faire évoluer les mentalités jusque dans les commentaires francophones. Ce serait bien, voilà. C'est une petite parenthèse parce que je m'en serais voulu de pas le mentionner, mais j'ai l'impression que vous faites des efforts. Je sais pas si vous avez vu la vidéo et que vous essayez de faire la vidéo, la parenthèse sur 20 bonnes raisons de suivre le catch. Je sens, alors peut-être que je présume de mon influence, hein, mais j'ai l'impression que c'est mieux. Et je me demande si je suis pas pour quelque chose. Si je suis pour quelque chose, je suis très fier de moi et très content. Et vraiment c'est cool parce que c'est voilà, faut œuvrer pour plus d'égalité. Ils font ça sur le ring, faisons ça dans les commentaires. Excusez-moi, c'était le petit moment anti-sexisme. Si vous voulez me traiter de social justice warrior, les commentaires sont juste en dessous. Money in the Bank féminin, très bon, d'autant plus qu'il y a eu autre chose. Le deuxième meilleur match du week-end et toujours pareil, les commentaires sont en dessous. Dites-moi à quel point j'ai tort, j'en ai rien à battre. Deuxième meilleur match du week-end, on y arrive après parce qu'on va attaquer le troisième meilleur match du week-end, Ricochet contre Velvet in Dream. Ce match, si tu veux, ce match partait avec un A+ dessiné dessus, c'est Velvet in Dream contre Ricochet. Il y a eu un peu de narration dans le sens où Velvet in Dream a volé, enfin a fait les prises habituelles de Ricochet, a fait certaines prises habituelles de Ricochet, il a pas tenté les trucs les plus fifous, hein. Il a pas tenté le Shooting Star Press par exemple. Les deux hommes ont été incroyables. Velvet in Dream est arrivé en Hulk Hogan. Je sais pas ce que ça veut dire par rapport à Hulk Hogan, j'ai pas envie qu'il revienne, j'ai pas envie de le revoir. Mais j'ai adoré, t'avais l'impression que c'était un môme qui venait habillé en son idole, mais alors aucune subtilité, hein, aucune subtilité dans le cosplay. C'est-à-dire qu'il est venu vraiment habillé en Hulk Hogan, il a fait les poses de Hulk Hogan, enfin c'était vraiment très très chouette. Et le match était incroyable, mais en même temps le match il pouvait qu'être incroyable, c'est-à-dire Ricochet et Velvet in Dream. Velvet in Dream, il fait ressortir vraiment ce qu'il y a de bon chez ses adversaires. Et Ricochet a de quoi faire ressortir. Putain. Je pense que c'est le nouveau Rey Mysterio. Il n'y a aucun high flyer qui m'a fait autant hypé que Ricochet depuis Rey Mysterio. J'ai pas hâte qu'il arrive sur le roster principal parce qu'à mon avis, ils vont le gâcher. C'est-à-dire que même s'il l'envoie à 205 Live, il va briller, mais il va briller dans le noir parce que personne ne va le voir, parce que personne ne regarde 205 Live. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont d'excellents matchs. Alors victoire de Ricochet, mais en vrai, victoire des deux. Surtout que Ricochet a commencé à voler les prises de Velvet in Dream vers la fin. Non, bah très très bon. Très très bon. J'allais dire match de la soirée, bah non, parce qu'il y en a eu un autre match de la soirée, mais en deuxième place, et là, mais je vous emmerde, pour moi, c'est le match qui a sauvé Money in the Bank, parce que jusque-là, je me faisais un peu chier, hein, faut dire ce qui est, jusque-là, voilà, alors, on avait eu le titre par équipe de SmackDown, chiant, Daniel Bryan contre Big Cass, chiant, Sami Zayn contre Bobby Lashley, nul, Seth Rollins contre Elias, Money in the Bank féminin, Mal contre Reigns,
Carmella contre Asuka. Nique-toi tellement fort. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura m'avait déjà bien hypé. Donc, arriver à AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, c'était un pay-per-view moyen plus. Et est arrivé Nia Jax contre Ronda Rousey. Elles ont tellement joué sur les points forts l'une de l'autre. J'ai retrouvé Nia Jax telle qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire le rouleau compresseur, exactement. C'est-à-dire elle a pris Ronda Rousey, elle l'a jeté dans tous les sens. Il va falloir accepter un état de fait très, très évident. Ronda Rousey est une très bonne catcheuse. J'ai même pas envie de vous dire elle est pas encore prête, elle est encore un peu verte, il faut qu'elle s'y fasse et machin truc et bidule chouette. Elle encaisse nettement mieux que beaucoup de ses congénères. Elle a une présence sur le ring, mon dieu, mais son visage change d'expression. Les expressions faciales de Ronda Rousey sur le ring, c'est de l'or. Et je leur en veux même pas de la faire catcher qu'au pay-per-view comme Brock Lesnar ou comme AJ Styles maintenant. Parce que tant qu'ils la font catcher, moi ça me... elle est vraiment énorme. Et ils sont dans la vidéo pronostic, j'ai dit ce match est dans une impasse, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que ce match devienne cohérent. Ils ont élevé Alexa Bliss au niveau de Ronda Rousey et Nia Jax. Non, en fait, ce match a élevé tout le monde. Il a élevé Nia Jax, Alexa Bliss et Ronda Rousey qui avait... Non mais je sais pas si elle avait besoin d'être élevée ou pas, parce qu'elle a fait, elle a fait un des meilleurs matchs de WrestleMania, et ben là elle a fait le meilleur match de Money in the Bank, mais entre autres avec la narration. Ah ouais, parce qu'il y a autre chose, qui m'a vraiment interpellé dans ce match, quand Alexa Bliss est arrivée avec sa mallette. D'une part, elle a défoncé Ronda Rousey, Alexa Bliss qui défonce Ronda Rousey, c'est grandiose. Et d'autre part, le regard qu'elles se sont échangés entre elles, Nia Jax et Alexa Bliss, je me suis dit, putain, elles vont se bouffer, elles vont s'entretuer. Elles avaient une haine folle l'une envers l'autre. Tu sens qu'elles s'en voulaient l'une l'autre, et ça m'a rappelé que ouais, en fait, il y avait une narration sous-jacente que j'avais totalement zappée parce que depuis WrestleMania, elle est morte, cette narration. Pas depuis WrestleMania, depuis Backlash avec le discours pourri de Nia Jax. Elles ont ravivé cette rivalité. En anglais, ils appellent ça blood feud, une rivalité de sang. Et c'est un peu ça. C'est le deuxième grand moment de la rivalité de Nia Jax et d'Alexa Bliss depuis le cri de Nia Jax qui ruine le vestiaire en se faisant après s'être fait trahir par Alexa Bliss. J'ai écrit quoi? Nia Jax est impressionnante, le match est beaucoup plus dynamique que j'imaginais. Ouais, il n'y a même pas eu de temps mort. Alors que les matchs avec Nia Jax, généralement, c'est un peu mou. Elle est toujours un peu maladroite, Nia Jax. Mais un peu, et ça a été gommé, mais incroyablement, quoi. L'offensive de Jax est hyper efficace, les deux femmes utilisent leurs avantages. Oui, parce que Ronda Rousey n'est pas passée pour une nulle, c'est-à-dire qu'elle a fait des prises de soumission, mais Nia Jax a toujours contré en étant plus puissante. C'est-à-dire tu peux pas faire abandonner un rouleau compresseur, c'est pas possible. Nia toujours un peu maladroite cependant, oui, bah oui. Le crossbody splash de Ronda Rousey, elle a fait une prise de la 3ème corde, c'était tellement cool. Near fall sur Nia Jax après une prise de judo que je sais pas ce que c'est, je notais. Voilà. Elles ont toutes brillé, toutes les trois, et pour moi c'est le match de la soirée, et Alexa Bliss est la superstar de la soirée, à Money in the Bank. Large. Bon bah voilà, ça c'est pour Money in the Bank. Maintenant on va parler du match du week-end. Ça pouvait pas être un autre. Ça pouvait pas être un autre. Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Meilleur qu'à la Nouvelle-Orléans. Et faut y aller. Il faut y aller. Que dire Ça me donne envie de pouvoir mettre plus que A. Ça me donne envie d'avoir un stade S pour les matchs vraiment hors du commun. Et là, mais il y avait tout, quoi. Alors, je vais reprendre mes notes parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce match. Moi, j'ai eu peur parce qu'au début, Candice a donné une béquille à Johnny Gargano en lui disant peut-être lui kick his ass.
Et je me suis dit, merde, Candice c'était un peu le facteur gris de cette rivalité. Et en fait, j'ai été très con parce que c'est beaucoup plus logique qu'elle encourage Johnny Gargano. C'est sa femme, elle l'aime, elle comprend. Elle comprend, elle soutient. La vraie rivalité, elle est pas entre Candice et Johnny, entre Johnny et lui-même, elle est entre Johnny et Tommaso Ciampa. Et ça, faut pas que la rivalité aille ailleurs. Parce que la zone de grise, elle est restée là. Elle est restée là pendant tout le match. Ouais, pareil, Tommaso Ciampa avec une béquille en treillis. J'imagine que c'est pour pas qu'on le voit boiter. Non, c'était bizarre, c'était bizarre. Le match avait une énorme vibe ECW. On a totalement retrouvé la ECW. Les armes, les spots, les trucs, ils peuvent encore faire d'excellents matchs hardcore à la WWE. Hein. Et l'RPG, elle a rien changé. Elle a rien changé à ce niveau-là. Le spot du panneau stop, c'était très très drôle. Il y avait un fan qui avait un panneau Johnny Gargano utilise ce signe. Tommaso Ciampa est allé vers le gars, a pris son signe et a voulu le déchirer. Il n'y arrivait pas. Je me suis dit, ah, c'est con. Johnny Gargano a pris le signe, a foutu un gros coup à Tommaso Ciampa. Et en fait, dans l'épaisseur du signe, c'est-à-dire que c'est des deux feuilles de papier collé, dans l'épaisseur du signe, il y avait un panneau stop. Voilà, c'est con, mais tu le vois pas venir et c'est cool. Bref, le match a été... J'ai noté tous les spots qu'il y a, mais en fait, c'est trop. Il y avait trop de moments vraiment intenses. Et ça a explosé à la fin. Quand Tommaso Ciampa a pris Johnny Gargano comme ça sur son épaule, qu'il l'a fait revenir en haut de la rampe, qu'il l'a envoyé dans le décor comme il l'avait fait à TakeOver Chicago l'année dernière, qu'il a fait son Air Raid Crash comme il avait fait l'année dernière, et là il commence à dire c'est pas suffisant. Tout ça. En plus il a eu des mots réconfortants pour lui en remontant sur la rampe. C'était hyper dur, c'était hyper dur à regarder. C'est-à-dire Tommaso Ciampa lui a dit on était des amis, on était une famille, et c'est toi qui as tout gâché. Tu m'as fait faire ça. Enfin, c'était hyper dur. Et alors Tommaso Ciampa est monté sur des espèces de containers. Il voulait faire un Air Crash à travers les tables au niveau du haut de la rampe. Et c'est Johnny Gargano qui a fait le Air Crash. Tommaso Ciampa était fini, c'est-à-dire qu'il commençait mais avant ça, Tommaso a enlevé l'alliance du doigt de Johnny Gargano, a craché dessus et l'a jeté dans le... Je sais pas s'il l'a jeté dans le public ou s'il l'a jeté vers la rampe. Mais gros move. Ça, pas bien. Faut pas faire ça. C'était pas gentil. C'était pas joli. Mais voilà, mais Tommaso Ciampa, c'est le diable incarné. Lui aussi, il est très bien placé pour Statch et je pense il sera dans le top 10. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il sera dans le top 3. Parce que Donc voilà. Là-dessus, Johnny Gargano fait le Air Raid Crash du haut des containers à travers les tables. Tommaso Ciampa se fait évacuer sur un brancard. Le match est plus ou moins fini, c'est-à-dire que ils ont tous les deux tout donné et Tommaso Ciampa est plus en état de se battre. Et c'est là qu'arrive le développement que j'espérais, c'est-à-dire que Johnny Gargano devient Tommaso Ciampa, c'est-à-dire il se dit non, il a pas assez payé, il a pas assez souffert, je le hais, je veux qu'il souffre. Et ça c'est pas Johnny Gargano, et il a pêché par là. Et du coup c'est, voilà, excellente narration. Gargano commence à frapper Ciampa, le ramène sur le ring, commence à le frapper sur le ring, à lui porter sa prise de soumission. Ciampa abandonne, mais il n'y a pas d'arbitre parce que le match, ils avaient tous plus ou moins convenu tacitement que le match était terminé. Ciampa n'était plus en mesure de se battre. Donc j'ai dit que Gargano lui avait passé des menottes. Bref, Gargano lui passe des menottes. Ciampa est dans l'incapacité totale de se battre. Ils essayent de séparer Gargano de Ciampa parce qu'il faut pas s'acharner sur un gars qui est plus en état de se battre, quoi. Gargano frappe les arbitres, revient sur Ciampa, et à ce moment-là, Ciampa qui avait un moment dans le match dévoilé le ring, c'est-à-dire qu'il avait enlevé la couche de protection qu'il y a sur le ring pour dévoiler les planches de bois qui sont en dessous, c'est-à-dire là où ça fait vraiment mal, quoi. Ciampa, par réflexe, mais vraiment à la vitesse de l'éclair, chope Gargano, fait un DDT sur le bois du ring,
et rampe, rampe sur Johnny. Il est plus en état de se battre, il est plus en état de faire quoi que ce soit, il tient à peine debout. Il rampe sur Johnny, à moitié en pleurant, et l'arbitre qui était revenu pour chercher Ciampa, parce que, et pour faire arrêter Gargano, voit Ciampa sur Gargano et en train de lui supplier de faire le tomber, genre je fais le tomber, parce qu'en plus il a des menottes donc il fait le tomber, mais vraiment juste son corps est physiquement effectivement sur celui de Gargano. L'arbitre fait le tomber, Tommaso Ciampa gagne. Et au final c'est plus Gargano qui a perdu. C'est Gargano qui s'est laissé porter par sa haine et qui a fait qu'il a perdu. Et Ciampa réussit à quitter le ring, mais en s'appuyant sur son brancard. Et ça a été ouais, le match du week-end sans aucun problème. Le meilleur Ciampa Gargano pour l'instant. Et putain, j'adore cette rivalité. J'adore cette rivalité. Si vous suivez pas la NXT, rien que pour ça, ça vaut le coup. Rien que pour ça. Mais franchement, Velvet in Dream contre Ricochet, ça valait le coup aussi, les enfants. Bref. J'adore cette rivalité, j'adore cette histoire. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà, donc dans l'ensemble, ça a été un sacré week-end de catch. Money in the Bank est peut-être moins bien qu'NXT TakeOver Chicago, mais c'est en grande partie parce qu'il y a eu plus de matchs et que les matchs qu'il y a eu en plus étaient moins bons. Sinon, vraiment, j'ai adoré. Vraiment, c'était cool. Voilà, pas besoin de développer autre mesure. On se retrouve du coup le mois prochain pour Extreme Rules. Puis d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de mettre des sous-vêtements, reposez-vous parce que sinon vous dites des conneries, et puis bisous et à la prochaine.